de sécurité tout le temps. C'est une vraie préoccupation. Chez certains, c'est même obsessionnel. Alors, ne trouvant pas le sommeil, j'ai pris la Gazette du Festival Siménon, et j'ai lu ce que disait M. Philippe de Villiers, qui disait qu'il ne faut évidemment pas oublier les désormais incontournables causeries du Palais. Le thème de cette année porte sur la police d'hier et d'aujourd'hui, avec la participation d'historiens, de romanciers, de journalistes, de policiers, de magistrats, d'avocats et de mauvais garçons repentis. Je me suis dit, merde, qui pourrait être le mauvais garçon repenti? La présomption d'innocence m'interdit, bien sûr, en dépit d'un casier judiciaire insuffisamment fourni qui témoigne des faiblesses de la justice, de penser que ça puisse être François Marc-Antony, parce que il nous a dit qu'il était à la retraite. On n'est pas à le croire, mais repenti, non. Et j'ai regardé un peu plus attentivement mon texte, et j'ai vu que M. Philippe de Villiers avait écrit mauvais avec un S, car il maîtrise la langue française et parfaitement l'orthographe, mais il en avait mis un garçon aussi, et puis un repenti. C'est donc qu'il y en avait plusieurs. Alors, je me suis dit, repris par mes vieux démons de jeunesse, enfin de jeunesse toute relative, lorsque j'avais commencé dans la fonction, j'ai dit, ça doit être Jean-Louis Pelletier, l'avocat des voyous, donc mauvais garçon repenti. Puis je me suis dit, non, ça peut pas être lui. Ou en tout cas, c'est pas la bonne façon d'aborder les choses. C'est un peu comme si on disait, celui-là est le médecin des malades. Il vaut mieux pas être le médecin des gens en bonne santé, sinon on meurt de faim. Bah, avocat pareil. Si on a trop d'honnêtes gens dans sa clientèle, ça ne prospère pas. Alors, je dois te le dire, Lucien, j'ai pensé que c'était peut-être toi. Quoique sur le côté repenti, ça laissait à désirer aussi. Alors, j'ai réfléchi, j'ai dit non. Le commissaire divisionnaire de surcroît, c'est pas possible. Il se vante, en tout cas il romance un peu, en dépit de sa sincérité, et puis surtout, une analyse sémantique de la situation. Il s'appelle Blanc, donc il ne peut pas être noir. Donc je suis resté dans cet état confus, et je me suis dit, eh bien en définitive, parce que la confusion ne fait que s'amplifier dans mon esprit, peut-être dans le vôtre aussi encore au cours de cette matinée, je me suis dit, je vais lancer quelques réponses à ce qui a été soutenu. Madame Le Bigre, l'historienne que nous avons entendue hier, feignait un peu se moquer de la police de proximité d'il y a quelques décades, voire quelques siècles à Paris, en disant, oui, mais les gardes qui étaient organisés dans les rues de Paris passaient toujours à la même heure, au même endroit, etc. J'ai senti un peu d'ironie chez elle. Eh bien, c'est pour moi une occasion de rendre hommage, et là j'aime la police, à sa grande imagination, parce qu'elle a toujours su tirer le profit d'un certain nombre de constatations qui ont été faites. Ainsi, bien des années plus tard, mais cette fois-ci on se retrouve en Corse, au milieu des années 1990, vous savez, à l'époque où il ne fallait surtout pas pour les services de police et de gendarmerie interpeller le moindre activiste que ce soit, la directrice du service régional de police judiciaire d'Ajaccio avait, avec les fonds du contribuable bien sûr, fait acheter des sifflets pour ses fonctionnaires, de façon à ce que lorsqu'ils se déplaçaient un petit peu en dehors d'Ajaccio, dans le maquis, la nuit, pour être sûr de ne pas tomber sur un activiste un petit peu égaré, il devait siffler. Mais ce n'est pas une invention, ce n'est pas une boutade, c'est ainsi que se déroulaient les choses.
Et ça m'est revenu donc cette nuit, et je me suis dit, mais merde, j'avais cru comprendre hier que la seule police politique, c'était la police des chemins de fer, hein, puisqu'on a raconté que c'était les ancêtres des renseignements généraux. Et on vous a rappelé la formule, juste, la seule police qu'une démocratie peut tolérer, c'est la police judiciaire. Je me suis dit, est-ce que la police judiciaire ne ferait pas, des fois, de temps en temps, hein, Lucien, un peu de politique, à travers ces institutions. Si dans le cadre d'une affaire économique et financière qui est gênante, la hiérarchie policière, par le biais du canal hiérarchique du ministère de l'Intérieur, décide de ne pas donner les moyens aux fonctionnaires, eh bien, ça va avoir forcément une implication politique. Et puis, si jamais on veut couper les ailes d'un juge, qui forcément ne vole pas toujours très haut, je le précise, mais on peut essayer de compromettre son beau-père dans une affaire financière. Vous vous souvenez de l'affaire Schuller-Maréchal? Alors, la police judiciaire, bien sûr, la sort de son rôle, mais quand on dit que ce n'est pas une police politique, effectivement, c'est une police qui, dans la quasi-totalité des cas, ne fait pas de politique, qui est diverse dans son recrutement, qui est variée dans son fonctionnement, mais il ne demeure pas moins vrai que cela reste une police, et donc un instrument entre les mains du pouvoir. Alors, la seule police, certes, la police judiciaire, pas de politique, sauf que, de temps en temps, il y en a. Mais, où je rejoindrai, peut-être en complétant un peu ce qu'a dit Philippe Bilger tout à l'heure, c'est qu'effectivement, les lois de la République sont applicables à tout le monde. Alors, bien évidemment, les conditions dans lesquelles elles sont édictées ne prennent pas toujours en compte la difficulté de la tâche, de la collecte de la preuve. On est même dans le cadre d'une véritable inflation législative, notamment sur le plan procédural, qui rend les choses davantage chaque jour compliquées. Mais si la police a connu des périodes où elle s'est crue autorisée, et où parfois elle peut peut-être encore être tentée de s'autoriser à s'abstraire de l'application de la norme, c'est peut-être parce que certains y ont trouvé avantage, en tout cas, n'ont pas exercé les contrôles qu'ils auraient dû assurer. Olivier Marchal, hier, a raconté comment, au terme d'une émotion considérable après l'arrestation d'un assassin aux agissements abominables, eh bien, il y avait eu une espèce de séance de défoulement collectif, si j'ai bien compris, après l'arrestation de l'auteur. Tout le monde peut comprendre que ça puisse arriver, mais ce n'est pas une raison suffisante pour accepter que cela puisse se passer. Or, je vous citerai un seul exemple. Le jour où Guy Georges, le tueur de l'Est parisien, a été arrêté, je me suis rendu immédiatement au quai des Orfèvres. Non pas parce que je suspectais, si peu que ce soit, les fonctionnaires de police de vouloir lui réserver un mauvais sort, mais il n'en demeure pas moins vrai que la tentation peut être grande lorsqu'il y a un surcroît d'émotion de voir un geste ici ou là peut-être déraper. Et que dans le cadre de ces situations difficiles, il appartient aux hiérarchies policières qui sont souvent étrangement absentes à ce moment-là, parce que si le chef de service est là, à moins qu'il l'admette, eh bien ça ne se passera pas. Eh bien de la même façon, les magistrats, qu'il s'agisse de ceux du parquet, alors c'est plus compliqué, mais en tout cas ceux de l'instruction, dès le moment où ils ont en charge l'information judiciaire au cours de laquelle une opération de ce type intervient, eh bien ils doivent être là. Et les dérives, les fonctionnements en dehors de la loi qui ont caractérisé, je pense, beaucoup plus par le passé, moi j'ai encore la naïveté de le croire, qu'à l'heure actuelle, l'institution judiciaire, c'est aussi la faillite de l'institution hiérarchique policière. On ne veut pas voir
Je me souviens, en 1978, quand j'ai commencé mes fonctions, on disait dans la police, ah ben maintenant la boîte à baf c'est fini, quoi. Ça marchait jusque-là. Bon, le type il prenait une dérouillée ou des claques pour le contraindre. C'était fini. On va passer à la police scientifique. D'accord, l'aveu c'est pas la reine des preuves, mais enfin quand la personne explique, si elle l'explique bien sûr dans de bonnes conditions, c'est quand même plus facile à comprendre et ça va un petit peu plus vite. Il ne faut pas le croire non plus, et je pense que Philippe Bilger ne le croit pas. Que les enquêtes vont se résoudre à des exploitations de facturation détaillée et à des empreintes génétiques. Les fondamentaux de l'enquête restent ceux qu'ils sont. Si on n'y sacrifie pas, eh bien c'est toute la procédure qui ne donnera rien et qu'il faut effectivement mieux veiller aux conditions dans lesquelles sont recueillis certains aveux pour qu'ils soient incontestables. Mais pour ça, il faudra que la justice, non pas dans un esprit de suspicion systématique, mais dans un souci de contrôle plus avéré et plus permanent, se donne le temps d'aller contrôler plus souvent, et pas uniquement à l'occasion d'un quelconque contrôle de garde à vue, l'activité de la police. Alors, la justice, moi je la mets exactement, effectivement, dans le même sac que ceux qui, au niveau de l'institution policière, ont défailli au niveau du contrôle. Que voit-on maintenant? J'ai connu une procédure un petit peu difficile la semaine passée. Quand il se passe quelque chose, un peu à la manière de laquelle se déroulent les grandes catastrophes nationales, vous n'entendez pas dans un premier temps les politiques, mais on commence par vous dire les psychologues sont sur place. Eh bien, il se passe exactement la même chose dans les hôtels de police. Quand il y a une difficulté, les psychologues sont sur place, et effectivement aussi sont dans la place les syndicats de police qui, en définitive, ont acquis maintenant un rôle dans la gestion de l'outil policier qui dépasse largement celui que devrait leur valoir leur statut. Vous n'entendez plus aucune opération judiciaire, aucune décision judiciaire qui ne soit encore assortie souvent de commentaires acerbes de la part des institutions de police, syndicales, je le précise. On a comme l'impression d'une hiérarchie qui s'est délitée petit à petit, qui n'assume plus véritablement son autorité au sein de l'institution policière et qui laisse parfois la main, en tout cas la parole, à des institutions qui ne sont pas toujours syndicales, qui ne sont pas toujours ce qu'il y a de plus évolué, je dirais, dans la perspective des enquêtes policières et de leurs commentaires. Alors, on aurait pu parler de bien d'autres choses. La guerre des polices, enfin maintenant il y a une guerre des juges, alors c'est surtout pas pour donner une quelconque leçon en la matière. Vous connaissez l'éternel débat. La police judiciaire, qui sémantiquement est la police de la justice, elle œuvre dans le domaine judiciaire, elle est là pour faire respecter, ou plus exactement pour appréhender les auteurs d'infractions pénales et les déférer à la justice. La police judiciaire doit-elle être rattachée à l'institution judiciaire pour qu'elle ne dépende plus du ministère de l'Intérieur? Incontestablement oui, dans les grands principes, mais je voudrais rappeler une nouvelle fois que s'il y a eu ici ou là des défaillances, voire des faillites dans le fonctionnement à certaines époques de la police, je considère pour ma part que cette institution judiciaire qui revendique ce rattachement porte une très large part de responsabilité, parce qu'effectivement, longtemps on a considéré qu'il y avait une police aux mains sales et une justice dont les mains n'étaient pas forcément plus propres, mais qui prenait la précaution de revêtir dessus des gants blancs, notamment à l'occasion des audiences solennelles. Alors, faut-il le faire? Il faudra déjà que la justice soit en meilleur état qu'elle ne l'est maintenant, qu'elle représente, notamment dans l'esprit de nos gouvernants, autre chose qu'une sorte de danger. Donc, c'est pas pour demain. Donc, si on ne peut faire que ce qui est juste soit fort, il va peut-être falloir s'atteler à la tâche
et de faire que ce qui est fort soit un peu plus juste pour demain.